À 8h15, le matin du 6 août 1945, le ciel d'Hiroshima était dégagé. Dans la ville, la routine d'une population épuisée par la guerre se poursuivait. Des travailleurs marchant vers les usines et les bureaux, des étudiants effectuant des tâches de mobilisation, des familles s'occupant de l'essentiel dans un environnement de rationnement et d'alertes aériennes intermittentes. Personne ne voyait venir que, en quelques secondes, cette journée resterait marquée comme une rupture historique. À haute altitude, un bombardier B-29 américain s'est approché avec un objectif précis. L'aéronef, connu sous le nom d'Enola Gay, transportait un type de cargaison qui n'avait existé jusqu'alors que dans des calculs, des laboratoires et des tests. Une bombe à l'uranium surnommée Little Boy. La bombe a été larguée et est descendue pendant des dizaines de secondes jusqu'à exploser à environ 600 mètres au-dessus du centre urbain. À ce point, l'explosion a libéré une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT. Ce qui a suivi ne fut pas seulement une déflagration. Ce fut un phénomène physique combinant flash lumineux, rayonnement thermique et une onde de choc dévastatrice. La lumière fut si intense que, même à des kilomètres de distance, de nombreuses personnes furent temporairement aveuglées. Dans la zone la plus proche de l'épicentre, la chaleur a atteint des valeurs proches de 4000 degrés Celsius. Là, des corps humains se sont volatilisés ou ont été instantanément carbonisés et des bâtiments entiers se sont désintégrés en quelques fractions de secondes. Sur les surfaces en pierre et en béton, des marques de forme humaine sont restées, des ombres fixes là où un corps, pendant un instant, a bloqué le rayonnement thermique avant de disparaître. L'onde de choc a voyagé à des vitesses supérieures à 1000 km/h, comprimant et déplaçant l'air avec une force qui a abattu des structures et pulvérisé les fenêtres. Les toits ont été projetés, les murs se sont effondrés et les poteaux électriques se sont pliés comme s'ils avaient perdu toute rigidité. En quelques instants, de vastes zones de la ville ont été transformées en ruines et en foyers d'incendie. Des milliers de personnes ont été projetées contre des murs, des véhicules ou des décombres. Beaucoup ont subi des fractures multiples et des coupures profondes causées par des fragments de verre et de ferraille urbaine. À la destruction mécanique s'est ajouté l'effet thermique. Les vêtements se sont enflammés, le bois a pris feu comme de l'amadou et, là où il restait des matériaux inflammables, le feu a commencé à se multiplier. Moins de 3 jours plus tard, le 9 août 1945, la ville portuaire de Nagasaki a été confrontée à une tragédie similaire. C'est là qu'a été utilisée Fat Man, une bombe à noyau de plutonium, d'une puissance estimée à environ 21 000 tonnes de TNT. La géographie montagneuse et les vallées encaissées ont partiellement limité la propagation uniforme de l'onde, mais n'ont pas empêché la dévastation. Des quartiers entiers ont été effacés, des incendies se sont propagés sur les pentes et des milliers de personnes sont mortes ou ont été blessées en quelques minutes. Dans le district d'Urakami, la destruction a été particulièrement sévère et l'interruption des routes, des communications et des services de base a isolé des zones entières au moment où l'accès aux secours était le plus nécessaire. Dans les deux villes, le silence qui a suivi l'explosion avait un poids difficile à décrire. Ce n'était pas le calme. C'était un vide étrange, interrompu par des cris, par le crépitement des incendies et par l'effondrement tardif de bâtiments fragilisés. Ceux qui ont survécu près de la détonation en sont sortis avec des brûlures étendues. Beaucoup avaient la peau décollée, pendant en lambeaux, et les yeux gonflés par le flash et la poussière. D'autres, en état de choc, marchaient sans but, nus ou semi-nus, avec leurs vêtements transformés en haillons carbonisés. La confusion était totale. Au premier abord, il n'y avait pas de langage commun pour expliquer ce qui s'était passé. Beaucoup ont cru qu'une bombe énormément plus grande que les précédentes était tombée. Peu imaginaient que le danger persistait dans l'air et au sol. La chaleur initiale a allumé des centaines d'incendies simultanés. À Hiroshima, ces foyers ont fini par fusionner en une tempête de feu. L'air ascendant a alimenté des courants qui aspiraient l'oxygène, intensifiant les flammes et asphyxiant ceux qui étaient piégés dans les décombres ou dans des abris improvisés. L'air est devenu irrespirable à cause de la fumée, de la poussière et des particules fines. De plus, il y avait des rayonnements ionisants et des matières radioactives qui ne se voyaient pas, ne se sentaient pas et n'étaient pas totalement compris dans ces premières heures. À Nagasaki, la combinaison de la destruction et de la topographie a généré des zones où le feu a tout ravagé avec violence,
tandis que d'autres zones restaient relativement moins touchées, créant une carte de contraste qui n'a pas atténué la tragédie humaine. Le paysage qui a émergé après le passage de la boule de feu et de l'onde de choc ressemblait à un territoire sans ville. Des arbres carbonisés encore debout comme des squelettes, des rivières transportant les corps de ceux qui cherchèrent de l'eau ou tentaient d'échapper à la chaleur, des animaux morts parmi les restes fumants des habitations. L'infrastructure était ruinée, ponts écroulés, voies ferrées tordues, canalisations éclatées, gares hors service, lignes électriques interrompues. En un instant, la vie urbaine a cessé d'exister en tant que système. Les chiffres initiaux des morts étaient incomplets parce qu'il manquait des registres, parce que de nombreuses victimes ont été incinérées et parce que le chaos a empêché un décompte fiable. On estime qu'à Hiroshima, entre 70 000 et 80 000 personnes sont mortes immédiatement et à Nagasaki, entre 35 000 et 40 000. Mais ces chiffres ne couvrent pas la souffrance ultérieure ni l'ampleur réelle des dommages humains. Les hôpitaux, pour la plupart détruits ou gravement endommagés, se sont effondrés presque immédiatement. Les médecins et les infirmières également blessés ont travaillé sans relâche avec des ressources minimales, manquant d'anesthésiques, d'antibiotiques, d'eau propre, de bandages, et de nombreuses salles étaient réduites en décombres. Dans des zones de soins improvisés, l'urgence était priorisée par des décisions impossibles. Ceux qui pouvaient marcher cherchaient de l'aide dans les écoles, les temples ou les bâtiments encore debout. Beaucoup sont morts des heures ou des jours plus tard, non seulement à cause des traumatismes et des brûlures, mais aussi à cause des infections, de la déshydratation et de l'absence de soins de base. De plus, un tableau déconcertant a commencé à apparaître. Des personnes qui semblaient légèrement blessées s'aggravaient rapidement, avec de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des saignements et la perte de cheveux, signe de ce qui serait plus tard identifié comme le syndrome d'irradiation aiguë. Quelques heures plus tard, une pluie noire est tombée sur certaines zones des deux villes, une précipitation chargée de suie, de poussière et de matière soulevée par l'explosion et les incendies. Elle tachait la peau et les vêtements et s'accumulait dans les flaques. De nombreux survivants, désespérés par la soif, ont bu cette eau sans savoir qu'elle pouvait contenir une contamination dangereuse. L'incertitude s'est également propagée parmi les autorités locales et nationales. Il a fallu du temps pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un bombardement conventionnel. Les récits s'accordaient sur un éclair unique, une chaleur instantanée et une destruction totale. Ce n'est qu'avec le passage des heures et des jours, et grâce aux informations provenant des États-Unis, que s'est consolidée la certitude qu'une arme nouvelle avait changé le cours de la guerre et le seuil de l'imaginable. Au sol, certaines horloges murales et montres-bracelets qui ont résisté au choc sont restées arrêtées, figeant l'heure exacte à laquelle la normalité a pris fin. Ces aiguilles immobiles n'expliquaient ni le pourquoi ni le comment, mais elles fixaient un fait. Le temps, pour des milliers de personnes, s'était arrêté à 8h15, et pour d'autres, le 9 août, en un instant que le Japon ne pourrait plus jamais effacer. Les premiers mois après l'impact de Fat Man et Little Boy. Dans les semaines qui ont suivi les explosions, Hiroshima et Nagasaki ont cessé d'être des villes vivantes pour devenir de vastes champs de ruines et de morts. La fumée des incendies a mis des jours à se dissiper complètement, et lorsqu'elle l'a fait, elle a révélé une géographie méconnaissable. Des rues, qui avaient été des centres de commerce et de vie sociale, se sont transformées en couloirs de décombres, traversés par des figures humaines marchant lentement à la recherche de proches disparus ou de tout signe de ce qui fut autrefois leur foyer. Le nombre de morts ne cessait de croître. Beaucoup de blessés ayant survécu à l'onde de choc et à la chaleur brûlante ont commencé à succomber à des lésions internes, des brûlures et des hémorragies. Les plaies, exposées à la saleté et au manque d'hygiène, se sont infectées rapidement. Dans un contexte de manque d'eau potable, de médicaments et de systèmes de santé opérationnels, chaque coupure ou brûlure devenait une sentence de mort. Les médecins improvisaient des bandages avec des tissus récupérés dans les ruines, tout en essayant de trier les patients, qui pouvaient être sauvés et qui ne le pouvaient pas. La cruauté de cette décision a marqué à jamais la mémoire de ceux qui ont dû la prendre. Après quelques jours, des symptômes ont commencé à apparaître, déconcertant même les médecins les plus expérimentés. Des personnes apparemment indemnes ont commencé à tomber malades soudainement, forte fièvre, vomissements, diarrhée, perte de cheveux et taches violettes sur la peau.
Les corps s'affaiblissaient à un rythme alarmant et en quelques jours, ils mouraient. Ce que personne ne comprenait pleinement à l'époque, c'est qu'ils étaient victimes des radiations ionisantes libérées par la détonation. La bombe avait frappé même ceux qui ne présentèrent pas de blessures visibles. La pluie noire, tombée quelques heures après les explosions, a laissé sa trace dans l'organisme de ceux qui l'ont absorbée ou bu. Beaucoup l'avaient accueillie comme une bénédiction momentanée pour apaiser la soif et nettoyer la suie du visage, sans savoir qu'elle transportait des particules létales. Les symptômes se multipliaient, inflammation des gencives, hémorragies internes, perte de conscience. Les familles voyaient leurs proches dépérir sans pouvoir rien faire, piégés dans une attente silencieuse vers la fin. Dans les semaines suivantes, les villes sont devenues des camps de déplacés improvisés. Ceux qui avaient perdu leur maison campaient sous des bâches, des abris de bois de fortune ou à la belle étoile, exposés aux intempéries. L'été japonais apportait une chaleur humide insupportable le jour et des nuits remplies de moustiques et de parasites proliférant au milieu de la décomposition. Les cadavres n'ayant pu être incinérés se décomposaient dans les rues, sur les berges et dans les cours, devenant des foyers de maladies. L'alimentation était précaire, les rizières des environs avaient été contaminées ou détruites et les réserves de grains étaient insuffisantes. Les survivants dépendaient de rations minimales distribuées par les autorités, tandis que certains risquaient leur vie en s'aventurant dans des zones proches de l'épicentre pour chercher des ustensiles, de la nourriture ou tout objet utile. Ce qu'ils trouvaient était souvent calciné, fondu ou recouvert de poussière radioactive. Sur le plan psychologique, l'impact était aussi profond que sur le plan physique. Les survivants, qui ne comprenèrent pas encore quel type d'armes avait rasé leur ville, vivaient dans une peur constante. Chaque jour apportait des nouvelles de morts subites supplémentaires, de symptômes apparaissant chez des personnes saines, d'enfants cessant de marcher ou de parler sans explication. Le traumatisme de l'instant de l'explosion se mêlait à l'angoisse de ne pas savoir si soi-même ou ses proches étaient condamnés. Les secours, chaotiques au début, se sont vite transformés en efforts de récupération des corps et de déblayage. Soldats, pompiers et volontaires travaillaient sans aucune protection, s'exposant aux radiations sans le savoir. Parfois, le poids psychologique de la tâche était insupportable. Soulever des poutres fumantes et trouver dessous des personnes méconnaissables. Il n'était pas rare que ceux qui aidaient tombent malades après quelques semaines. À Hiroshima, les équipes de secours faisaient face à un paysage de dévastation presque plat. L'onde de choc avait rasé jusqu'à 13 km² de ville. À Nagasaki, la destruction était concentrée dans la vallée d'Urakami, mais l'ampleur de la souffrance n'était pas moindre. Là, les collines et le relief avaient piégé la chaleur et la fumée, multipliant l'effet des incendies. Les églises, les usines et les quartiers ouvriers furent réduits en ruines noircies. Alors qu'août devenait septembre puis octobre, des équipes médicales et scientifiques ont commencé à arriver pour enquêter sur ce qui s'était passé. Certains étaient japonais, d'autres envoyés par les États-Unis dans le cadre de l'occupation. Ils prélevaient des échantillons, photographiaient les restes, mesuraient les niveaux de radiation. Mais cette activité ne signifiait pas une aide directe pour les blessés. La priorité était de comprendre la nouvelle arme, non de secourir les victimes. Pour les survivants, cette indifférence officielle fut une blessure de plus, profonde et invisible. L'arrivée de l'automne n'a pas apporté de soulagement. Les pluies, bien que moins contaminées que la pluie noire initiale, ont aggravé les conditions de vie de ceux qui vivaient dehors. Les maladies respiratoires se sont ajoutées aux troubles gastro-intestinaux et aux séquelles des brûlures. Les enfants, particulièrement vulnérables, ont commencé à mourir en grand nombre, victimes de la dénutrition et des infections. Durant ces premiers mois, il est devenu évident que les conséquences du bombardement ne se limitaient pas à l'instant de l'explosion. Terre de personnes, le paysage désolant d'Hiroshima et de Nagasaki. L'explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki a généré une dévastation urbaine sans précédent dans l'histoire. À Hiroshima, la bombe Little Boy a explosé à environ 600 mètres au-dessus du centre-ville, libérant une énergie équivalente à 15 kilotonnes de TNT. L'épicentre se trouvait dans une zone densément peuplée, où le réseau de rues et de quartiers était composé majoritairement de maisons en bois et en papier, typiques de l'architecture japonaise traditionnelle. L'onde de choc, suivie d'une chaleur extrême, a provoqué une incinération presque instantanée de ces structures, qui ont brûlé comme des torches en quelques secondes.
Des calculs ultérieurs ont révélé que plus de 70% des constructions ont été détruites ou rendues inutilisables, et le reste a subi de graves dommages. La géographie urbaine d'Hiroshima a été transformée en un terrain plat couvert de décombres. Les lignes de tramway tordues, les poteaux électriques tombés et les ponts partiellement effondrés étaient les témoins métalliques de l'ampleur du désastre. Seules quelques structures, principalement en béton armé, ont résisté à l'onde de choc suffisamment pour rester debout, bien que gravement endommagées. L'exemple le plus emblématique est le bâtiment de la préfecture de promotion industrielle qui a été réduit à son squelette de fer et à sa coupule métallique calcinée. Aujourd'hui connu sous le nom de dôme de Genbaku ou dôme de la bombe A, il est devenu le symbole de la catastrophe et de la lutte contre la prolifération nucléaire. D'autres bâtiments ayant survécu à Hiroshima sont la bibliothèque de la Chambre de commerce, la Banque d'Hiroshima et l'hôpital de la Croix-Rouge, chacun portant des histoires de médecins et de civils ayant résisté aux premiers instants pour secourir les blessés, malgré des structures internes fissurées et noircies. La ville était en ruine. Environ 69% des bâtiments d'Hiroshima ont été détruits. Il est intéressant de noter que certains bâtiments en béton d'Hiroshima avaient été construits avec une grande résistance en raison du risque constant de séismes au Japon, bien que leur structure n'ait pas cédé alors qu'ils étaient très proches de l'épicentre. Les murs présentaient de graves dommages internes causés par la pression descendante de l'explosion. Comme la bombe a explosé dans les airs, l'explosion s'est concentrée davantage vers le bas que vers les côtés, ce qui a permis au bâtiment connu sous le nom de dôme Genbaku, ou, après l'explosion, renommé dôme de la bombe atomique, de rester debout malgré sa situation à seulement 150 mètres de la zone zéro. À Nagasaki, la bombe Fat Man a explosé à une altitude plus élevée avec une puissance équivalente à 21 kilotonnes de TNT. La vallée dans laquelle se trouvait la ville a canalisé l'onde de choc différemment, concentrant la destruction sur le quartier d'Urakami et les zones environnantes. Les constructions en bois ont été réduites en cendres, tandis que les bâtiments en béton les plus proches de l'hypocentre se sont partiellement effondrés. Cependant, la cathédrale d'Urakami, l'un des plus grands temples catholiques d'Asie, bien que presque totalement rasé, a conservé une partie de son clocher et quelques murs, devenant un vestige matériel de la tragédie. La prison d'Urakami et certains entrepôts portuaires ont également survécu, leur solidité structurelle les protégeant d'un effondrement total. Les ingénieurs et scientifiques ayant étudié les deux villes après la reddition japonaise se sont attachés à analyser les raisons pour lesquelles certains bâtiments étaient restés debout. Ils ont découvert que la hauteur de la détonation était la clé. En se produisant dans les airs, la pression de l'onde s'est dispersée, bien que l'intensité ait été suffisante pour raser la plupart des structures légères. La qualité du béton, l'épaisseur des murs et la distance exacte par rapport à l'hypocentre ont déterminé les probabilités de survie. Paradoxalement, certains bâtiments restés debout sont devenus des abris improvisés pour les survivants dans les jours suivants, bien que la radiation interne des murs exposés représentât un danger invisible. Les mutations génétiques dues à l'irradiation et à la pluie noire après les bombardements. Dans les mois qui ont suivi les explosions, alors que les blessures visibles commençaient à cicatriser chez certains survivants, un ennemi silencieux et persistant est apparu, qui ne pouvait être ni vu ni ressenti avant qu'il ne soit trop tard. Les radiations libérées par Little Boy et Fat Man ne se sont pas dissipées avec la fumée des incendies ou les pluies d'automne. Elles sont restées latentes dans la terre, dans l'eau et surtout dans les corps humains qui avaient absorbé leur énergie invisible. Le rayonnement ionisant a endommagé les cellules de manière directe, brisant les chaînes d'ADN ou générant des mutations par des réactions chimiques internes. Ce processus, imperceptible sur le moment, a déclenché un cycle de destruction biologique qui allait se poursuivre pendant des décennies. Les médecins, encore sans expérience dans ce type de lésion, se trouvaient face à des symptômes déconcertants. Perte progressive de cheveux, anémie sévère, fragilité extrême de la peau, saignement de nez spontané et fièvre persistante sans cause apparente. Ce qui semblait au début être une maladie passagère s'est vite révélé être une condamnation à long terme. Certains survivants, en particulier ceux qui se trouvaient à plusieurs kilomètres de l'épicentre, n'ont montré aucun signe immédiat de dommage. Ils croyaient avoir échappé au pire sort, mais la radiation interne
absorbés par inhalation ou ingestion, travaillaient de manière lente mais inexorable. Des années plus tard, ils ont commencé à développer des cancers de la thyroïde, des leucémies et des tumeurs solides dans des organes vitaux. La fréquence de ces maladies dépassait de loin les taux habituels dans le reste du pays, montrant clairement que les dommages génétiques étaient irréversibles. L'un des effets les plus dévastateurs fut la leucémie, qui commença à apparaître avec une régularité alarmante entre 1947 et 1948, surtout chez les enfants et les adolescents ayant survécu à l'explosion. Le système immunitaire, affaibli par la destruction de la moelle osseuse, ne pouvait pas produire de globules blancs en quantité suffisante pour combattre les infections courantes. Beaucoup d'enfants mouraient de rhume qui, dans des circonstances normales, auraient été inoffensifs. Le taux de mortalité infantile a grimpé en flèche, et les familles qui avaient perdu plusieurs membres pendant le bombardement ont vu la maladie finir de les leur arracher des années plus tard. Les radiations n'ont pas seulement affecté ceux qui étaient présents le jour de l'attaque. Des femmes enceintes ayant survécu ont commencé à donner naissance à des bébés présentant des malformations congénitales, microcéphalie, déformations osseuses, retard de développement physique et mental. Certains sont nés avec des problèmes cardiaques ou des organes internes incomplètement formés. D'autres n'ont survécu que quelques heures hors de l'utérus maternel. La science japonaise de l'époque, limitée par le manque de ressources et la censure imposée pendant l'occupation, n'a pas pu documenter tous les cas, mais le modèle était indéniable. Les dommages génétiques se sont également transmis aux générations suivantes. Bien que tous les enfants des Hibakusha ne soient pas nés avec des problèmes visibles, des études menées des décennies plus tard ont confirmé une augmentation de l'incidence de certaines mutations héréditaires. Ces altérations, dans de nombreux cas, restaient latentes, mais pouvaient se manifester sous forme de maladies chroniques ou de prédisposition au cancer chez les descendants. La peau, organe exposé directement à l'énergie thermique et radioactive, a subi des séquelles qui ont duré toute la vie. De nombreux Hibakusha ont développé des lésions cutanées qui n'ont jamais complètement guéri, des ulcères qui réapparaissaient périodiquement et des zones d'hyperpigmentation ou de dépigmentation, là où les radiations avaient détruit les mélanocytes. Dans d'autres cas, les cicatrices de brûlure subies le jour de l'explosion se sont transformées en kéloïdes massives, durcies et douloureuses, qui limitaient la mobilité et rappelaient constamment le traumatisme initial. Les altérations de l'ADN ne se limitaient pas à provoquer des cancers ou des malformations. Elles affectaient également la capacité reproductive. De jeunes hommes et femmes qui avaient survécu avec l'espoir de reconstruire leur vie de famille découvraient que la stérilité était une autre conséquence invisible du bombardement. Certaines femmes ont connu une ménopause précoce, tandis que chez les hommes, la production de spermatozoïdes était considérablement réduite ou affectée par des anomalies génétiques. Au niveau neurologique, les effets étaient également profonds. Les radiations ont endommagé le tissu nerveux chez ceux qui avaient reçu des doses élevées, provoquant des convulsions, des problèmes de coordination motrice et des troubles cognitifs. Chez les enfants, le développement cérébral était interrompu, entraînant des déficiences intellectuelles de gravité variable. Ces effets ne se manifestaient pas toujours immédiatement. Certains apparaissaient des mois ou même des années plus tard, compliquant encore davantage la compréhension médicale du phénomène. Le paysage urbain d'Hiroshima et de Nagasaki, lentement reconstruit avec de nouveaux matériaux, cachait sous sa surface un danger persistant. Des particules radioactives piégées dans le sol et les sédiments des rivières continuaient d'émettre des radiations à des niveaux faibles mais nocifs pour ceux qui travaillaient ou vivaient dans les zones les plus contaminées. La récupération de ces espaces s'est souvent faite sans nettoyage adéquat, exposant des générations entières à un risque continu. Au fil des années, les survivants ont compris que la bombe n'avait pas terminé son travail le jour de la détonation. Elle continuait à opérer en eux, altérant leurs cellules, affaiblissant leurs défenses, laissant des marques ineffaçables. L'ennemi invisible était plus cruel que l'explosion initiale, car il ne détruisait pas en un instant, il usait lentement, volant la force, l'espoir et le temps. Les radiations ne faisaient aucune distinction entre soldats et civils, entre jeunes et vieux, entre ceux qui se trouvaient en ville par devoir ou par hasard. C'était une condamnation appliquée de manière égale, mais dont les effets variaient de façon imprévisible. Certaines personnes ont vécu des décennies en relative bonne santé,
tandis que d'autres, exposés à des doses similaires, sont mortes en quelques années. Ce caractère arbitraire augmentait la peur car personne ne pouvait prédire son propre sort. Le profond traumatisme psychologique qui s'est installé dans la société après les bombardements. Pour de nombreux survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, le poids le plus insupportable n'était pas la douleur physique, mais le fardeau invisible du traumatisme. L'instant de l'explosion, avec sa lumière aveuglante et son fracas impossible à décrire, est resté gravé dans leur esprit comme une cicatrice permanente. Ces images de personnes transformées en silhouettes, d'immeubles s'effondrant en une seconde, de corps brûlants revenaient sans cesse, sans prévenir, même des décennies plus tard. Le souvenir de la chaleur brûlante, de la pression écrasante de l'onde de choc et des cris déchirants de ceux qui implorèrent de l'aide formait une séquence récurrente dans les cauchemars des Hibakusha. Beaucoup se réveillaient au milieu de la nuit trempés de sueur, convaincus que l'explosion venait de se répéter. Le sentiment de vulnérabilité était absolu. Si une arme invisible pouvait tout anéantir en un instant, quel endroit au monde pouvait être considéré comme sûr ? Le traumatisme ne se limitait pas à la mémoire de ce qui avait été vécu, mais aussi à la manière dont il fallait aller de l'avant dans un environnement désolé. Le lendemain du bombardement, les survivants ont dû parcourir des rues jonchées de corps, éviter les débris fumants et supporter l'odeur de la chair brûlée. Beaucoup ont cherché des parents ou des amis parmi les décombres, trouvant à leur place des corps méconnaissables ou des fragments humains. Ces expériences, répétées pendant des semaines lors des travaux de sauvetage et d'inhumation, ont laissé de profondes séquelles émotionnelles. Le concept de culpabilité du survivant s'est fortement installé chez les Hibakusha. Beaucoup se demandaient pourquoi ils avaient survécu alors que d'autres, peut-être plus jeunes ou en meilleure santé, étaient morts. Ce sentiment, accompagné de l'impuissance de n'avoir pu sauver tout le monde, a conduit à des dépressions silencieuses et à une tendance à l'isolement social. La tristesse ne s'exprimait pas ouvertement. Dans la culture japonaise de l'après-guerre, la souffrance devait être endurée avec dignité et sans peser sur les autres. Le traumatisme se nourrissait également de l'incertitude quant à la santé future. Savoir que les radiations pouvaient déclencher des maladies des années plus tard était une source constante d'anxiété. Chaque fièvre, chaque douleur, chaque perte de cheveux était interprétée comme le début de la fin. Cet état de vigilance permanente générait des insomnies chroniques, des palpitations et des symptômes propres à ce qui est aujourd'hui reconnu comme le trouble de stress post-traumatique. Dans les années 1940, cependant, il n'existait ni diagnostic formel ni traitement spécialisé pour ce type de séquelles psychologiques. Les enfants qui ont survécu ont été confrontés à leur propre forme de traumatisme. Beaucoup sont devenus orphelins et erraient dans les villes détruites, formant de petits groupes pour chercher de la nourriture ou se protéger. D'autres ont été envoyés vivre chez des parents éloignés qui, parfois, les traitaient comme un fardeau. L'enfance a été brusquement interrompue. Les jeux, les études et les routines ont été remplacés par le travail, la faim et la peur. Des années plus tard, ces enfants devenus adultes traînaient des souvenirs fragmentés et confus, marqués par la solitude et la perte. Chez les adultes, le traumatisme se manifestait également sous forme de réactions physiques à des stimuli communs. Le bruit d'un avion, un éclair soudain ou le tremblement du sol pouvaient provoquer des crises de panique. La tension s'accumulait dans le corps, générant des douleurs musculaires, des problèmes digestifs et d'autres troubles psychosomatiques. Certains survivants ont développé des comportements compulsifs. Allumer et éteindre les lumières pour vérifier que l'éclair ne se répéterait pas, vérifier les portes et les fenêtres de manière obsessionnelle, ou stocker de la nourriture par peur d'une nouvelle catastrophe. Le deuil collectif a été compliqué par l'absence de rituels funéraires traditionnels. Des milliers de morts ont été incinérés dans des fosses communes ou sont simplement restés là où ils étaient tombés sans que leur famille puisse leur dire adieu. L'impossibilité d'accomplir les cérémonies bouddhistes ou shintoïstes pour honorer les défunts a généré un sentiment de dette émotionnelle que beaucoup ont porté toute leur vie. Sans clôture, la douleur restait ouverte, se perpétuant comme une blessure émotionnelle impossible à suturer. À mesure que la reconstruction progressait, le traumatisme a pris de nouvelles formes. Voir s'élever de nouveaux bâtiments sur les lieux où des êtres chers avaient été perdus provoquait des émotions ambivalentes. Fierté de la récupération, mais aussi douleur face à ce qui s'effaçait. Certains Hibakusha évitaient de passer par certains quartiers,
incapables de supporter la transformation de scènes de mort en zones commerciales ou résidentielles. D'autres, au contraire, cherchaient à rester près de l'épicentre, comme pour conserver un lien avec ceux qui y étaient tombés. L'occupation américaine, qui a restreint la diffusion d'images et de témoignages pendant les premières années, a également contribué à l'isolement émotionnel. Parler de la bombe, de ses effets ou des scènes vécues est devenu difficile, non seulement à cause de la censure, mais par peur de ne pas être compris. Le silence est devenu une forme d'autoprotection, bien que ce silence finisse par peser autant que les mots non dits. Le traumatisme, au lieu de s'atténuer avec le temps, se consolidait au plus profond de la mémoire. La transmission de la douleur ne s'est pas arrêtée à la première génération. Les enfants et petits-enfants des Hibakusha ont grandi en écoutant des fragments d'histoire, en percevant des silences chargés de sens et en voyant les cicatrices physiques et émotionnelles de leurs parents et grands-parents. Dans de nombreux cas, ils ont hérité non seulement de la peur des radiations, mais d'une vision du monde marquée par la fragilité de la vie et la possibilité constante de la perte. Pas de place pour les faibles, la terrible crise du système de santé japonais. Avec le temps, Hiroshima et Nagasaki sont devenus des lieux où la médecine, telle qu'elle était connue alors, a été complètement dépassée. Les hôpitaux qui n'avaient pas été détruits étaient bondés de blessés, sans assez de lits, sans matériel chirurgical, sans médicaments, et avec un personnel réduit à sa plus simple expression. De nombreux médecins et infirmières étaient morts le jour même de l'explosion. D'autres étaient gravement blessés et tentèrent malgré tout de soigner les autres, luttant contre la fatigue, la déshydratation et leurs propres brûlures. Le manque de ressources était absolu. L'anesthésie était si rare que des amputations et des nettoyages de plaies étaient pratiqués avec rien d'autre qu'un chiffon à mordre. Les antibiotiques, encore rares au Japon en 1945, n'étaient pas disponibles pour la plupart des patients et les infections se propageaient sans contrôle. Des bandages improvisés avec des tissus ramassés dans les décombres devenaient des foyers de bactéries. Les blocs opératoires, lorsqu'ils existaient, fonctionnaient sans conditions minimales de stérilisation. Les maladies contagieuses ont trouvé un terrain fertile dans ce chaos. La dysenterie, le tétanos, la tuberculose et la pneumonie faisaient des victimes qui, dans d'autres circonstances, auraient eu une chance de survivre. Le système immunitaire affaibli par les radiations permettait à des infections courantes de devenir des sentences de mort. Dans les zones de refuge improvisées, la proximité physique et le manque d'hygiène accélérèrent la contagion. Le manque d'eau potable aggravait la situation. Les systèmes d'approvisionnement avaient été détruits et de nombreux survivants buvaient dans la rivière ou recueillaient l'eau des flaques contaminées. Le résultat fut une épidémie de maladies gastro-intestinales qui affaiblissait encore davantage ceux qui luttaient déjà pour se remettre de brûlures, de fractures ou de plaies ouvertes. Les enfants et les personnes âgées, les plus fragiles, tombaient les premiers. À cette tragédie sanitaire s'ajoutait l'incompréhension des effets des radiations. Les symptômes les plus étranges, comme la perte de cheveux, les saignements internes, les ulcères cutanés, déconcertaient même les médecins expérimentés. Il n'existait pas de traitement spécifique. Il n'y avait pas de protocole pour inverser les dommages à la moelle osseuse ou aux organes internes causés par l'exposition à des doses aussi élevées de rayonnements ionisants. Face à l'absence de réponse médicale, les familles recouraient à des remèdes maison, des infusions et des rituels traditionnels, dans l'espoir de soulager ce que la science ne pouvait guérir. Dans les semaines qui suivirent, le nombre de morts augmentait jour après jour, non pas à cause de nouvelles explosions, mais par l'incapacité de sauver ceux qui avaient survécu à l'impact initial. À Hiroshima, on estime que près de la moitié des blessés graves sont décédés avant la fin du mois d'août. À Nagasaki, la situation était similaire, avec des hôpitaux saturés au point d'avoir des patients dans les couloirs, dans les cours et même dans les escaliers recevant des soins minimaux. Dans de nombreux cas, la mort arrivait lentement, annoncée par une forte fièvre, un affaiblissement progressif et une perte totale d'appétit. Certains patients, conscients de leur détérioration, demandaient à être ramenés dans ce qui restait de leur foyer pour mourir près de leur famille. D'autres décédaient dans la solitude, entourés d'inconnus, tandis que médecins et infirmières couraient d'un côté à l'autre en tentant de soigner tout le monde. Le naufrage sanitaire ne touchait pas seulement les victimes directes des bombes. Des personnes ayant besoin de soins pour des maladies antérieures, des accouchements compliqués ou des accidents courants se retrouvaient sans accès à aucune forme d'assistance.
L'impact sur la santé publique fut si profond que, pendant des mois, la moindre affection se transformait en une menace sérieuse pour la vie. L'effort d'aide extérieure mit du temps à arriver. L'occupation américaine, qui débuta peu après la reddition du Japon, donna la priorité à l'évaluation militaire et scientifique des effets de la bombe plutôt qu'à l'assistance médicale massive. Des équipes médicales envoyées par les forces d'occupation soignèrent certains blessés, mais leurs ressources étaient limitées et leur présence ne compensait pas l'effondrement généralisé du système de santé local. De plus, la priorité dans de nombreux cas était d'étudier les effets des radiations plutôt que de les traiter. Pour les Hibakusha, le temps est devenu un ennemi. Chaque jour sans soins appropriés réduisait les chances de récupération. Les brûlures profondes non traitées développaient des infections qui se propageaient dans le sang, provoquant des septicémies mortelles. Les fractures ouvertes, sans chirurgie ni nettoyage approprié, se gangrénaient, menant à des amputations d'urgence qui, sans anesthésie ni antibiotiques, présentaient un risque élevé de se terminer également par la mort. La douleur, tant physique qu'émotionnelle, s'intensifiait dans les endroits où les familles ne pouvaient pas s'occuper de leurs blessés. Dans certains cas, le manque de force pour les transporter à l'hôpital faisait qu'ils restaient immobiles dans leur maison détruite, entourés de mouches et sans autre soulagement qu'un peu d'eau ou un linge humide sur le front. Le sentiment d'impuissance pour celui qui voyait ainsi mourir un être cher était aussi dévastateur que la douleur du blessé. L'absence de traitement spécialisé signifiait également que de nombreuses séquelles physiques restaient non corrigées. Des survivants souffrant de brûlures étendues sont restés marqués à vie, avec des cicatrices limitant le mouvement ou causant des douleurs chroniques. D'autres, qui avaient perdu des membres, ont dû s'adapter sans prothèses adéquates, dépendant de leurs proches ou recourant à la mendicité dans les rues de ville qui sentaient encore la cendre. Hibakusha. La sinistre histoire des survivants qui ont subi des discriminations. Après l'horreur initiale et la longue chaîne de décès dus aux blessures et aux maladies, les Hibakusha, nom par lequel on a commencé à identifier les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, ont été confrontés à un ennemi différent, plus silencieux et corrosif, le rejet social. Dans une nation qui tentait de se reconstruire physiquement et moralement, les irradiés ont commencé à être perçus non pas comme des victimes, mais comme les porteurs d'une menace invisible. La peur des radiations était profonde et dans une large mesure alimentée par la désinformation. On ne savait pas exactement comment leurs effets se transmettaient. Beaucoup pensaient que les Hibakusha pouvaient contaminer par les radiations ceux qui les entouraient, que ce soit par contact physique, par la vie commune ou même par la proximité. L'ignorance scientifique, ajoutée au silence officiel imposé pendant l'occupation américaine, a favorisé une perception déformée et dangereuse. La censure d'après-guerre a joué un rôle crucial dans ce phénomène. Les forces d'occupation ont interdit la diffusion de photographies explicites, de témoignages directs et d'études détaillant l'ampleur de la tragédie. L'objectif était double: éviter que la légitimité de l'utilisation des bombes ne soit remise en question et contrôler le récit international. En conséquence, une grande partie de la société japonaise ignorait l'ampleur réelle des effets des radiations et ce vide informationnel a été comblé par des rumeurs, des peurs et des préjugés. Dans les villes non touchées, les Hibakusha faisaient l'objet de soupçons. Trouver un emploi devenait difficile. Certains employeurs craignaient que leur santé fragile ne les empêche de travailler à long terme, d'autres pensaient qu'ils pouvaient tomber gravement malades à tout moment, générant des coûts pour l'entreprise. Dans de nombreux cas, le rejet ne s'exprimait pas ouvertement, il se déguisait sous des excuses ou des prétextes vagues, mais le résultat était le même: isolement économique et social. Le stigmate s'étendait également aux relations personnelles. De nombreuses familles s'opposaient à ce que leurs enfants épousent un Hibakusha, de peur que les enfants ne naissent avec des malformations ou des maladies héréditaires. Bien que la science ne soutienne pas toutes ces croyances, la perception populaire les transformait en barrières réelles. De nombreuses unions ont été brisées par cette pression, et certains survivants ont choisi de cacher leurs conditions pour éviter le rejet. À Hiroshima et Nagasaki, la discrimination ne provenait pas seulement de ceux qui vivaient loin. Même au sein des propres communautés de survivants, des divisions apparaissaient entre ceux qui avaient été plus proches de l'épicentre et ceux qui avaient subi des dommages mineurs.
Le degré d'exposition se transformait en une étiquette invisible qui déterminait avec qui l'on partageait le logement, la nourriture ou le travail. L'ignorance sur les radiations a également provoqué des comportements irrationnels. Certains évitaient de boire de l'eau ou de manger des produits provenant des zones bombardées, croyant qu'ils étaient contaminés pour toujours. Sur les marchés et les foires, les commerçants d'autres régions refusaient d'acheter des marchandises cultivées aux alentours d'Hiroshima ou de Nagasaki, ce qui appauvrissait encore plus les agriculteurs locaux et perpétuait la marginalisation économique. Ce stigmate n'affectait pas seulement la vie pratique des Hibakusha, mais aggravait leurs séquelles émotionnelles. Avoir survécu impliquait déjà de porter des souvenirs insupportables et la peur de la maladie. À cela s'ajoutait le poids d'être perçu comme une menace ou un fardeau social. Beaucoup se sont repliés sur des cercles fermés, limitant leurs interactions au minimum indispensable et évitant de parler de leur expérience. Le silence, imposé d'abord par la censure puis par la peur du rejet, est devenu une seconde condamnation. La désinformation officielle a eu un effet prolongé. Pendant des années, le gouvernement japonais n'a pas mis en œuvre de politique publique claire pour protéger et soigner les Hibakusha. Les premières aides économiques et médicales ont été tardives et, dans certains cas, conditionnées à la preuve d'une exposition directe à la bombe, ce qui générait des litiges et des soupçons entre les survivants eux-mêmes. La lutte pour la reconnaissance légale et l'indemnisation se prolongerait pendant des décennies, obligeant beaucoup à revivre leur traumatisme dans des processus bureaucratiques froids et prolongés. Pendant ce temps, les recherches scientifiques menées par des équipes américaines et japonaises, bien qu'elles progressent dans la compréhension des effets des radiations, ne se traduisaient pas toujours par des campagnes éducatives pour le grand public. La connaissance restait enfermée dans des rapports techniques et des laboratoires, tandis que la population continuait de nourrir des mythes et des craintes. À partir de la fin des années 1940, certains Hibakusha ont commencé à s'organiser en association pour défendre leurs droits et diffuser des informations véridiques sur leur situation. Cependant, la résistance culturelle à parler ouvertement de la bombe entravait ces efforts. Dans un pays marqué par la défaite et l'humiliation nationale, beaucoup préféraient regarder vers l'avenir et éviter tout ce qui rappelait la destruction. La stigmatisation des irradiés ne s'est pas limitée à l'immédiat après-guerre. Même des décennies plus tard, dans les années 1960 et 1970, des cas de discrimination professionnelle et sociale contre les survivants persistaient. Bien que les lois d'indemnisation se soient améliorées avec le temps, le poids du préjugé culturel n'a pas totalement disparu, et certains Hibakusha ont choisi de mourir sans révéler leur histoire pour protéger leurs enfants et petits-enfants des conséquences sociales. Les difficultés de la politique et la crise de l'infrastructure japonaise. Dans le Japon vaincu de 1945, le poids des bombes atomiques ne retombait pas uniquement sur les villes détruites et les corps des survivants. Il pesait également sur un tissu politique affaibli, contraint de gérer une catastrophe sans précédent au milieu de l'occupation étrangère et d'un effondrement économique et social total. La question d'Hiroshima et de Nagasaki est devenue, dès le premier instant, un problème inconfortable que le gouvernement japonais n'était pas en mesure d'affronter de manière ouverte et efficace. La reddition inconditionnelle, signée le 2 septembre 1945, a placé le Japon sous l'autorité du quartier général du commandant suprême des forces alliées, dirigé par le général Douglas MacArthur. Ce gouvernement militaire d'occupation avait un contrôle absolu sur l'administration, les communications et les politiques publiques. Toute tentative du Japon d'aborder les conséquences des bombes était soumise à l'approbation ou à la censure des autorités américaines. Dans ce contexte, les priorités de l'occupation étaient claires: stabiliser le pays, éviter l'effondrement social et surtout garantir que le Japon ne redeviendrait pas une puissance militaire. Les questions humanitaires découlant des bombes étaient reléguées au second plan face à ces objectifs stratégiques. Hiroshima et Nagasaki sont devenus des espaces d'intérêt scientifique et militaire, plutôt que des scénarios d'attention prioritaires pour leurs habitants. Le contrôle de l'information a été l'un des premiers obstacles. Dès les premiers jours, le SCAP a imposé des restrictions strictes à la presse japonaise, interdisant la publication de photographies explicites des effets des bombes et limitant la circulation des récits directs des Hibakusha. Le but était d'empêcher l'opinion publique internationale, et particulièrement japonaise,
de remettre en question la légitimité de l'usage de ces armes. Cela a eu un effet dévastateur sur la capacité des survivants à rendre leur situation visible et à faire pression pour obtenir de l'aide. Le gouvernement japonais, affaibli et sous surveillance étrangère, manquait d'autonomie pour développer des programmes d'assistance. Même les initiatives locales, telles que les hôpitaux temporaires ou les campagnes de distribution alimentaire, se heurtaient à des obstacles bureaucratiques et à de sévères limitations budgétaires. La reconstruction d'Hiroshima et de Nagasaki a commencé lentement, mais sans un plan global traitant de la dimension sanitaire et sociale de la catastrophe. Pendant des années, les villes ont coexisté avec des ruines visibles, des logements improvisés et une infrastructure incapable de soutenir toute la population déplacée. Le manque de ressources n'était pas le seul problème. Il existait également une réticence politique à parler ouvertement des séquelles de la bombe, en partie pour ne pas tendre la relation avec les États-Unis, et en partie parce que les dirigeants japonais eux-mêmes souhaitaient projeter une image de récupération rapide et ordonnée. Reconnaître publiquement l'ampleur du désastre impliquait d'admettre que des dizaines de milliers de citoyens vivaient toujours dans des conditions précaires, malades et marginalisés, ce qui pouvait saper le moral collectif et la légitimité du nouvel ordre politique. Sur le plan international, Hiroshima et Nagasaki sont devenus des symboles que le Japon ne pouvait pas manipuler librement. Pour certains pays, elles étaient des preuves de la brutalité de la guerre moderne et de la nécessité d'interdire les armes nucléaires. Pour d'autres, elles étaient l'argument selon lequel la bombe avait accéléré la fin du conflit et sauvé des vies en évitant une invasion terrestre. Dans ce débat, la voix du Japon restait au second plan, conditionnée par la dépendance à l'aide et à la surveillance des États-Unis. Au niveau interne, les tensions politiques se manifestaient également par la concurrence pour les ressources. Les villes touchées réclamaient une attention prioritaire, mais d'autres régions du pays étaient également en ruine à cause des bombardements conventionnels et exigeaient des fonds pour leur propre reconstruction. Cela générait du ressentiment et de la division. Il y avait ceux qui voyaient Hiroshima et Nagasaki comme des cas exceptionnels, nécessitant un traitement distinct, et d'autres qui considéraient que tout le Japon avait souffert et méritait le même niveau d'aide. La reconnaissance légale des Hibakusha en tant que groupe ayant des droits spéciaux a mis des années à se concrétiser. Ce n'est que dans les années 1950 que des lois ont commencé à être mises en œuvre pour couvrir leurs frais médicaux et accorder des compensations. Et même alors, le processus a été marqué par des critères restrictifs qui laissaient de côté de nombreux survivants. Le fait de devoir prouver l'exposition directe à la bombe pour accéder à certains bénéfices générait une bureaucratie froide et distante, obligeant les personnes concernées à revivre leur traumatisme à chaque démarche. Pendant ce temps, les puissances nucléaires utilisaient les données obtenues à Hiroshima et Nagasaki pour affiner leur programme d'armement. Les études sur les effets des radiations, financées et supervisées par les États-Unis par l'intermédiaire de la Commission des victimes de la bombe atomique, avaient un double but: comprendre les risques pour la santé et, en même temps, obtenir des informations stratégiques pour de futurs développements militaires. Pour les Hibakusha, cela signifiait que leur souffrance était un objet d'analyse, mais pas nécessairement de solution. La difficulté politique de faire face aux conséquences d'Hiroshima et de Nagasaki ne résidait pas seulement dans la dépendance extérieure, mais aussi dans la tension entre mémoire et oubli. D'un côté, certains secteurs de la société et de la politique voulaient préserver le souvenir comme un avertissement contre la guerre nucléaire. De l'autre, il y avait la pression d'avancer, de reconstruire et de laisser le passé derrière soi, même si cela impliquait de faire taire les voix de ceux qui vivaient encore sous l'ombre des radiations. Dans cet équilibre instable, les Hibakusha sont devenus des témoins gênants pour l'État. Leur seule existence rappelait un chapitre que beaucoup voulaient clore. L'honneur perdu, la reddition du Japon et la figure inconfortable de l'empereur Hirohito. Après les bombes atomiques et la déclaration de guerre de l'Union soviétique contre le Japon le 8 août 1945, le haut commandement militaire japonais a été confronté à un dilemme sans précédent. Les secteurs les plus radicaux de l'état-major prônaient la poursuite de la lutte, espérant infliger suffisamment de pertes lors d'une éventuelle invasion alliée pour négocier de meilleures conditions. Cependant, la réalité stratégique était incontournable.
La puissance navale et aérienne américaine avait réduit la capacité défensive du pays au minimum, et la menace de nouvelles bombes atomiques, conjuguée à l'entrée en guerre des Soviétiques, annulait toute option de résistance prolongée. L'empereur Hirohito, figure centrale et divine selon l'idéologie d'État japonaise, a rompu avec la tradition de s'abstenir de décisions politiques directes. Lors d'une réunion du Conseil suprême de direction de la guerre, il a exprimé son désir d'accepter la reddition selon les termes de la déclaration de Potsdam, à condition que l'institution impériale soit respectée. Cette intervention personnelle a été déterminante car de nombreux chefs militaires s'accrochaient à l'idée d'une bataille finale sur le territoire national. Le discours enregistré par Hirohito, resté dans l'histoire sous le nom de Jewel Voice Broadcast, ou le discours de la voix de bijou, a été diffusé à la radio le 15 août 1945, marquant la première fois que la voix de l'empereur était entendue par son peuple. Dans un langage cérémoniel et archaïque, il n'a pas mentionné directement le mot « reddition », mais a clairement indiqué que le Japon devait supporter l'insupportable pour sauver des vies et permettre la reconstruction du pays. Pour comprendre la gravité du communiqué, nous transcrirons la partie qui a choqué la société japonaise lorsque l'empereur a annoncé que « Nous avons analysé en profondeur les tendances générales du monde et la situation actuelle de l'Empire, et nous avons décidé de prendre des mesures extraordinaires pour mettre fin à cette situation. Par la présente, nous informons nos fidèles et dévoués sujets. Nous avons ordonné au gouvernement impérial de communiquer au gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine et de l'Union soviétique que l'Empire accepte les termes de leur déclaration commune. Lutter pour le bien-être de nos sujets et partager la prospérité et le bonheur de toutes les nations a été le devoir solennel hérité de nos ancêtres impériaux et le principe directeur que nous avons défendu. En fait, notre décision de déclarer la guerre aux États-Unis et à la Grande-Bretagne a été prise avec l'intention sincère de garantir l'autopréservation de l'Empire et la stabilité de l'Asie orientale. Notre désir n'a jamais été de porter atteinte à la souveraineté d'autres nations ni d'étendre notre territoire. Ensuite, le chef de l'Empire du Japon, l'une des nations les plus fières que le soleil ait éclairées, a annoncé que tout était perdu. Cependant, après 4 ans de guerre, malgré les vaillants efforts de nos forces terrestres et navales, la diligence de nos fonctionnaires et le service dévoué de nos 100 millions de sujets, la situation de guerre n'a pas été nécessairement favorable au Japon. De plus, les tendances générales du monde ne nous ont pas été favorables. En outre, l'ennemi a commencé à utiliser une bombe nouvelle et cruelle, causant des destructions immenses et aveugles dont l'ampleur dépasse toute estimation. Si nous continuons à nous battre, cela n'aboutirait pas seulement à l'effondrement et à l'anéantissement définitif de la nation japonaise, mais conduirait également à l'extinction totale de la civilisation humaine. Comment, dès lors, protégerons-nous les millions de nos sujets et expirons-nous nos péchés devant les esprits de mes ancêtres impériaux? C'est pour cette raison que nous avons ordonné à l'Empire d'accepter les termes de la déclaration commune. La réaction interne fut complexe. Des milliers de soldats et d'officiers, incapables d'accepter la défaite, se sont suicidés ou ont participé à des tentatives de coup d'État pour empêcher la diffusion du message impérial. Cependant, l'émission a eu lieu et en quelques heures, la plupart des opérations militaires japonaises ont cessé. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri, le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu ont signé l'acte de reddition devant le général Douglas MacArthur et les représentants des puissances alliées. L'occupation américaine, dirigée par MacArthur en tant que commandant suprême des puissances alliées, a été une expérience sans précédent dans l'histoire moderne du Japon. Son objectif était de démilitariser et de démocratiser le pays. La Constitution de 1947 a aboli la capacité du Japon à déclarer la guerre et a établi un système parlementaire au suffrage universel, incluant les femmes. La figure de Hirohito a été préservée en tant que symbole de l'État, mais sans réel pouvoir politique, et la célèbre Déclaration d'humanité a été publiée, dans laquelle il renonçait à son statut divin. La reconstruction matérielle et sociale du Japon occupé comprenait la dissolution de l'armée, la purge des chefs militaristes, des réformes agraires et l'introduction d'un système éducatif fondé sur des principes démocratiques. Les villes dévastées par la guerre, en particulier Hiroshima et Nagasaki,
sont devenus les épicentres du mouvement pacifiste, tandis que le pays entamait un processus de croissance économique qui, en quelques décennies, allait le transformer en une puissance économique mondiale. Héros ou vilain, le récit des États-Unis pour justifier le massacre brutal. Dès l'instant où la nouvelle d'Hiroshima a fait le tour du monde, la décision d'utiliser la bombe atomique est devenue l'un des actes les plus controversés de l'histoire contemporaine. Pour le gouvernement des États-Unis, alors dirigé par le président Harry S. Truman, le récit officiel devait être solide, clair et capable de résister tant à l'examen international qu'aux doutes internes. La justification fut rapidement construite. Les bombes avaient été nécessaires pour accélérer la fin de la guerre et sauver des centaines de milliers de vies, évitant ainsi une invasion terrestre du Japon. Cet argument, répété par les hauts commandements militaires et politiques, s'appuyait sur des projections élaborées par l'état-major américain. Selon ses estimations, une invasion conventionnelle, prévue dans le cadre de l'opération Downfall, pourrait coûter jusqu'à 1 million de pertes parmi les soldats américains et japonais, sans compter les victimes civiles. La bombe, affirmait-on, avait forcé une reddition rapide et inconditionnelle, évitant une effusion de sang bien plus importante. Dans la rhétorique officielle, Hiroshima et Nagasaki ne furent pas présentés comme un acte de punition, mais comme une décision pragmatique, douloureuse mais nécessaire, pour mettre fin à un conflit qui avait déjà coûté des dizaines de millions de vies. Le message fut renforcé par l'idée que le Japon avait fait preuve d'une résistance acharnée et même mortelle, comme lors des batailles d'Iwo Jima et d'Okinawa, où les troupes nippones s'étaient battues jusqu'au dernier homme et où les civils s'étaient immolés plutôt que de se rendre. Dans ce contexte, l'utilisation de l'arme la plus puissante jamais créée était présentée comme la seule voie pour briser la volonté militaire japonaise. En parallèle, la justification s'est également construite sur une base de puissance géopolitique. Le largage des bombes ne visait pas seulement le Japon, mais le monde entier, et en particulier l'Union soviétique qui avait déclaré la guerre au Japon le 8 août 1945. Montrer la capacité destructrice de la bombe était, en partie, un message direct au nouveau rival stratégique sur la scène de l'après-guerre. Hiroshima et Nagasaki sont devenus, involontairement, des scènes où se projetait la suprématie technologique et militaire des États-Unis. Pour l'opinion publique américaine, la justification a trouvé un terrain fertile. La guerre dans le Pacifique avait été marquée par des épisodes d'une brutalité extrême et une propagande qui déshumanisait l'ennemi. La majorité des Américains considéraient le Japon comme responsable de la guerre en raison de l'attaque de Pearl Harbor et des atrocités commises en Asie. Ainsi, lorsque Truman a annoncé le bombardement d'Hiroshima dans un communiqué télévisé, une grande partie de la population l'a accueilli avec soulagement, voire avec des célébrations, interprétant que la guerre était enfin sur le point de se terminer. Cependant, au Japon, le récit était très différent. La population, plongée dans le choc et la dévastation, voyait dans les bombes un acte d'annihilation aveugle, une attaque dirigée contre des civils sans défense. La propagande de l'État japonais, avant la reddition, a tenté de tirer parti de ce sentiment pour mobiliser la résistance finale, décrivant les bombes comme une arme inhumaine qui devait renforcer l'esprit de lutte. Mais après la capitulation, la censure de l'occupation a empêché cette version de se diffuser largement hors du pays. Sur le plan international, la justification politique des États-Unis a été accueillie avec un mélange d'acceptation et d'inquiétude. Des alliés comme le Royaume-Uni et l'Australie ont soutenu la décision, la considérant comme faisant partie d'un effort conjoint pour conclure la guerre. D'autres, en revanche, ont exprimé leur inquiétude quant aux implications éthiques de l'utilisation d'une arme qui effaçait des villes entières en quelques secondes. L'Union soviétique, tout en dénonçant publiquement la destruction, comprenait le message implicite et accélérait son propre programme nucléaire. Avec le temps, la justification officielle a commencé à faire face à une remise en question plus profonde. Certains historiens et militaires de haut rang, y compris des figures ayant participé à la planification de la guerre, ont souligné que le Japon était déjà affaibli au point de se rendre avant août 1945 en raison du blocus naval, de la destruction de ses infrastructures et de l'entrée de l'URSS dans le conflit. Ils soutenaient que la bombe, plus qu'une ressource inévitable, avait été une démonstration de force et un acte destiné à façonner l'ordre mondial de l'après-guerre. Pourtant, pendant des décennies, le récit dominant aux États-Unis est resté presque inchangé.
Dans les manuels scolaires, les discours commémoratifs et la culture populaire, Hiroshima et Nagasaki apparaissaient comme des épisodes tragiques mais nécessaires. Cette approche avait un but, préserver la légitimité morale du pays au moment où il s'érigeait en leader du monde libre face à la menace soviétique. Au Japon, la difficulté à contrer ce récit était due tant à la dépendance politique de l'après-guerre qu'à la nécessité même de la reconstruction. Parler ouvertement des bombes impliquait d'ouvrir des débats inconfortables sur les décisions militaires et diplomatiques du gouvernement japonais lui-même, qui avait prolongé la guerre au-delà de tout espoir de victoire. Ce silence partiel a laissé les Hibakusha dans un espace ambigu, reconnus comme victimes, mais rarement placés au centre d'une discussion politique mondiale. Répercussions internationales et réflexions laissées par la crise humanitaire. L'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a ouvert de manière brutale un nouveau chapitre de l'histoire de la guerre. La possibilité de détruire des villes entières en un instant, sans distinction entre combattants et civils. Au-delà de la justification politique et militaire, l'acte a soulevé des questions éthiques d'une ampleur que le monde n'avait pas encore affrontée. Peut-on considérer comme légitime une attaque qui anéantit des dizaines de milliers de personnes en quelques secondes ? Est-il acceptable de décider du sort d'une population entière selon des critères stratégiques ? Dans les jours et semaines qui ont suivi les bombardements, des voix critiques ont commencé à s'élever, bien que beaucoup aient été rapidement réduites au silence ou minimisées. Parmi elles, certains scientifiques du projet Manhattan, c'est-à-dire le programme américain qui a développé la bombe, ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la manière dont l'arme avait été utilisée. Le rapport Frank, préparé avant le largage, mettait en garde contre les conséquences morales et diplomatiques de l'utilisation de la bombe contre des villes peuplées. Ses auteurs proposaient une démonstration dans un lieu inhabité en guise d'avertissement. Cette recommandation a été ignorée, et la décision finale a opté pour une utilisation directe avec un impact immédiat et dévastateur. D'un point de vue humanitaire, les bombes n'ont pas seulement détruit des infrastructures et des vies humaines, elles ont laissé un héritage de souffrance prolongée qui, pour beaucoup, constitue un argument irréfutable contre leur utilisation. La mort instantanée a été, paradoxalement, la moins cruelle des conséquences. Ceux qui ont survécu ont été confrontés à des brûlures insupportables, des maladies mortelles, des malformations congénitales dans les générations suivantes et un stigmate social qui les a isolés pendant des décennies. La ligne séparant la victoire militaire du crime moral est devenue dangereusement floue. Au niveau international, les répercussions ont été immédiates et complexes. D'une part, les bombes ont accéléré la reddition du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui, pour de nombreux pays alliés, validait leur utilisation. D'autre part, elles ont suscité une inquiétude croissante quant à l'avenir des conflits armés. Si une seule nation pouvait effacer des villes d'une seule attaque, qu'est-ce qui empêcherait d'autres de chercher la même capacité ? Hiroshima et Nagasaki n'ont pas seulement marqué la fin d'une guerre, mais le début d'une course aux armements sans précédent. L'Union soviétique, entrée en guerre contre le Japon la veille de Nagasaki, a rapidement compris le message implicite. Le pouvoir atomique n'était pas seulement une arme contre un ennemi en guerre, mais un outil de pression géopolitique. Dans les mois qui suivirent, Moscou accéléra son programme nucléaire, déclenchant la compétition qui allait définir la guerre froide. La bombe est ainsi devenue un symbole de pouvoir et une menace constante pour l'humanité. Les répercussions éthiques se sont étendues aux traités et conventions internationaux. Dans les années qui suivirent, la nécessité de fixer des limites claires à l'utilisation des armes nucléaires fut discutée. Mais la réalité politique du monde bipolaire rendit difficile tout accord contraignant. Les Nations Unies, créées en 1945 dans le but de promouvoir la paix, se sont vite retrouvées face au dilemme de savoir comment traiter une technologie qui offrait à la fois dissuasion et destruction. Au Japon, le débat éthique s'entremêlait avec la douleur nationale. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki ont été lentement reconstruites, mais elles sont également devenues des centres de mémoire et d'activisme contre les armes nucléaires. Chaque anniversaire du bombardement était, et reste à ce jour, un rappel de ce qui est en jeu lorsque l'humanité tente de franchir certaines frontières morales. Les Hibakusha, par leur témoignage direct, sont devenus les porte-paroles involontaires d'un message qui dépassait les frontières japonaises.
l'avertissement que la guerre nucléaire ne fait pas de distinction entre coupables et innocents. Le monde n'a cependant pas évolué en bloc vers l'abolition de ce type d'armement. Au contraire, la démonstration de force de 1945 a poussé plusieurs puissances à développer leurs propres bombes. Le Royaume-Uni, la France, la Chine et même des pays plus petits, comme Israël ou l'Inde, ont rejoint au fil du temps la liste des nations dotées de la capacité nucléaire. L'éthique est restée subordonnée à la logique stratégique. La possession de la bombe est devenue une garantie de respect international et de sécurité face aux menaces extérieures. Le manque de considération humanitaire en 1945 a ouvert un débat qui reste d'actualité. Certains défenseurs de la décision insistent sur le fait que l'utilisation des bombes a sauvé des vies en évitant une invasion terrestre. Ces détracteurs répliquent que l'objectif militaire aurait pu être atteint par d'autres moyens et que le choix de villes densément peuplées comme cible était, par essence, un acte d'extermination massive. Entre ces deux positions s'étend une zone grise où l'histoire, la politique et l'éthique s'entremêlent de manière inséparable. En ce sens, Hiroshima et Nagasaki sont plus que des épisodes historiques. Ce sont des avertissements permanents. Elles prouvent que l'humanité, en atteignant de nouveaux sommets de puissance destructrice, est également confrontée à des dilemmes moraux qui ne peuvent être résolus par de simples calculs stratégiques. Les images de corps, de bâtiments réduits en poussière et de générations marquées par les radiations continuent d'interpeller les nations, leur rappelant que la victoire militaire n'équivaut pas toujours à la justice ou à la légitimité.